vous écoutez Lire du Dire, fréquence Paris pluriel 106.3. Lire L''IRE comme colère, mais aussi comme force qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Alors je reçois aujourd'hui Paul de Brancion qui a fait et qui fait encore mille et une choses pour la littérature. Il a organisé et il organise des ateliers d'écriture et des lectures. Il est directeur de collection aux éditions Lanskin, directeur artistique d'un lieu parisien qui s'appelle L'Ours et la Vieille Grille. Il est le fondateur et rédacteur en chef de la revue Sarrazine. Et puis, évidemment, il est auteur, il est poète et il est romancier. Il a été enseignant. Je ne vais pas énoncer tout ce que tu as fait, mon cher Paul, de manière exhaustive. D'abord, je veux juste te remercier d'être avec nous. Ben, merci à toi aussi de m'inviter, surtout. Voilà, et puis nous allons évoquer tout d'abord ton roman paru en 2025, hein, L'Armée des frontières. Ce roman qui me semble être un lieu, un ouvrage important. Est-ce que tu veux évoquer le long voyage de l'écriture de ce roman, déjà en toucher deux mots à nos auditeurs? Oui, alors L'Armée des frontières, c'est un roman qui est paru donc en septembre 2025, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, au bout du compte, aux éditions Maurice Nadeau. C'est un roman que j'ai travaillé pendant très longtemps. Oui. Dont j'ai changé la forme un grand nombre de fois. Et puis, un beau jour, j'ai rencontré les éditions Maurice Nadeau, un peu par hasard. Et comme ce roman a pour théâtre l'Algérie à la fin de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire dans les années 57, entre 59, 60, 61, et que les éditions Maurice Nadeau sont assez connues pour avoir été très actifs dans les mouvements de l'époque pour lutter contre la torture en Algérie, où Maurice Nadeau, avec Maurice Blanchot, de Maurice, avait signé un très célèbre appel qui avait été entendu, mais qui les avait conduits en prison, momentanément, oui. En tout cas. Et donc, eh bien, évidemment, le sujet de l'Algérie, qui est inclus dans le roman, mais le roman n'est pas que là-dessus. Il y avait un échange, et bon, c'était assez cohérent que cet éditeur, pour autant que le livre lui plaisait, ait choisi de le publier. Voilà. Et moi, j'étais heureux d'être là parce que j'ai l'impression d'être accueilli par une belle maison, et une maison qui savait ce que la lutte pour la parole et pour la liberté, qui sont des grands mots, mais pas des mots vains, veut dire. Voilà. Alors, je sais pas, la question c'était... Déjà, tu as dit quelque chose d'intéressant avant. Tu as dit changer de forme. Ce roman a changé de forme. Qu'est-ce que tu veux dire par changer de forme? Oui, parce que d'abord, je l'écris... le roman, je veux dire deux mots sur ce que c'est. Bien sûr. Le roman, c'est l'histoire il est basé sur une histoire vraie qui a eu lieu véridiquement, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un homme d'origine allemande et algérienne, qui est de père allemand, inconnu d'ailleurs, et de mère algérienne, mais qui a vécu en France et fait ses études en France, qui est, après de longues études de théologie, entre autres, de théologie, mais comme on fait l'histoire des idées en Allemagne, et pas à la française, qui est recruté, qui est un jeune homme athlétique, sympathique, ouvert d'esprit, très vivant, mais très inclus dans l'anticolonialisme et très irrité par la position des Français en Algérie, et qui est recruté par les services secrets allemands, curieusement, pour aller en Algérie, pour faire déserter les soldats légionnaires français qui étaient là-bas. Pourquoi un homme allemand? Parce que la majorité des légionnaires français, beaucoup d'entre eux, étaient germanophones, souvent des anciens de la Wehrmacht, pas toujours. Et il arrive à en faire, dans la vraie histoire, dans la vraie vie, cet homme qui s'appelait Müller à l'époque, a fait déserter plus de 4000 soldats, c'est-à-dire un bataillon, littéralement. Et donc, comment dirais-je,
j'ai appris, moi, cette histoire parce que les archives de Jacques Foccart, qui était Monsieur Afrique du général de Gaulle, qui était un homme très complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, dans ces archives, il y avait une lettre de Jacques Foccart au service français qui leur demandait d'exécuter cet homme, de le tuer. Donc c'était un meurtre d'État. Et donc je me suis dit, mais quel est cet Allemand que les services français décident d'exécuter? Ça m'a semblé une histoire rocambolesque et intéressante. J'ai gratté la chose un peu et j'ai donc voulu écrire un roman à ce sujet que j'ai commencé à écrire, pas à la troisième personne, mais de façon très classique, au passé, quoi. Et puis, bien sûr, il me fallait... Et peu à peu, dans l'écriture, je me suis rendu compte que j'avais envie de... cet homme-là, j'avais pas envie d'écrire uniquement un roman d'action, d'espionnage en Algérie, d'un type remarquable qui fait déserter les légionnaires français, même si c'était intéressant. Et donc, je lui ai inventé une couverture, c'est-à-dire, puisqu'il était bien sûr c'était une époque où il faisait pas bon de s'opposer à l'armée française et à l'État français. Et donc, je lui ai donné comme couverture d'être répétiteur dans une mosquée. Donc, il parle, son métier est réel, et son métier de façade, c'est de parler aux enfants de la religion, de les faire chanter, les psalmodier, les sourates. Et lui, il y trouve un grand plaisir. D'abord parce que la théologie ou la réflexion spirituelle l'intéresse, même si c'est un homme d'action. Et en plus, ça lui apprend des choses aussi. Il est content. Et il adore parler avec les enfants qui le sortent de la violence endémique qu'il y a à l'époque. Il y avait à l'époque en Algérie de meurtres permanents, d'assassinats, de tortures et du fait de risquer sa vie tout le temps, en fait. Et en fait, le vrai sujet du roman, c'est la conjonction d'être un personnage d'action, même et d'être dans le réel de la vie, et d'être aussi tout à la fois plus éloigné, plus réservé vis-à-vis du monde, plus dans l'ordre de l'esprit, quoi, voilà. Donc, et lui, il est les deux, cet homme-là, ce héros-là. Et moi, je l'aime bien. Alors oui, là, pour répondre à la vraie question, c'était et après je me suis rendu compte que mon roman était trop classique, je sais pas, le fait de parler au passé, ça le faisait pas. Et on sentait pas assez, à mon avis, que c'était son histoire à lui, que c'était trop une histoire vue de l'extérieur. Et donc je l'ai repassé d'abord au présent. Ensuite, j'ai beaucoup plus dit je. Donc, je lui ai fait. Et donc, c'est très compliqué de modifier la forme verbale ou la forme pronom personnel d'un roman parce qu'il faut tout revoir, tout changer. Ça prend un temps fou. Ça m'a pris pas mal d'années, en fait, de faire ça. Et puis, je suis arrivé à une forme. Et à un moment, elle ne me plaisait pas, cette forme. C'est-à-dire que je la trouvais trop aboutie. Quelque part, ça a l'air idiot de dire, mais un roman trop bien fait, je trouve que c'est ennuyeux, quoi. C'est un peu comme la perfection n'existant pas. Je ne veux pas dire que j'avais atteint la perfection, ce n'est pas ça du tout. Et puis, bon, je l'ai donné en lecture. Et bon, comme l'éditeur, ça lui a bien plu, je l'ai laissé dans cette forme-là, quoi. Mais j'aurais bien aimé donner des coups de couteau dans le roman, qui soit un peu moins blanc, enfin de l'écriture blanche, quoi, voilà. Il y a eu une phase de recherche énorme. Oui, j'ai beaucoup lu les textes religieux, le Coran, j'ai lu les soufis, j'ai lu un très grand, pas théologien, mais penseur de l'islam qui est Abdelkader, l'émir Abdelkader. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, qui lui, au plus haut point, était à la fois un homme d'action et un être de l'esprit. Abdelkader, c'est une figure extraordinaire. Et donc, voilà, donc il se retrouvait là-dedans bien, mon héros, Issa Walter. Il s'appelle Issa Walter. Issa Walter, oui. Et donc, il y avait une parenté au-delà des années. Et Abdelkader, c'est le fondateur de l'État algérien, au bout du compte. Voilà, oui, donc il y a aussi une dimension poétique dans l'ouvrage où je cite beaucoup de textes religieux qui m'ont surtout frappé. Moi, je ne suis pas au pied du Coran ni au pied des autels. Simplement, le texte du Coran ou le texte des soufis est très beau. Oui. Voilà, c'est magnifique.
Et donc, ça vaut la peine de le restituer et pose des grandes questions. Sinon, il répond. Donc, moi je peux le dire, que tu es parvenu à restituer la dimension, l'épaisseur d'engagement de la dimension politique de ce personnage, mais aussi pleinement humaniste, spirituel, quoi. Voilà. C'était le but, en tout cas, j'espère. Si j'y suis arrivé, tant mieux. Oui. Cela dit, dans l'ère du temps d'aujourd'hui, qui est un ère particulièrement nauséabond en matière non seulement de publication, mais de promotion ou de diffusion de la culture, je cochais quelque part, ce roman coche toutes les mauvaises cases, puisqu'il parle de la comment s'appelle de l'islam de façon relativement positive, c'est-à-dire ouverte en tout cas. Il parle de la guerre d'Algérie du point de vue du FLN, du point de vue des gens qui n'aimaient pas les Français et qui combattaient les Français. Voilà, et donc et il parle de la religion pas d'un point de vue du tout partisan, oui. Mais comme une faculté de l'esprit et une façon d'appréhender le monde qui existe, parmi d'autres certes, mais qui existe. Et donc, moi j'ai eu chez certains libraires auxquels j'étais invité, on a dû, à cause d'un certain nombre entre autres à Marseille, de pression extérieure ou de menaces, dû annuler un certain nombre de lectures. Ah bon ? Ah ouais. Ce qui est quand même impressionnant, c'est que, non pas que mon livre soit un brûlot, pas du tout, mais le sujet de la religion, le sujet de l'islam, le sujet traité avec ouverture, ça peut provoquer des réactions. Voilà. Alors, est-ce que tu veux nous lire un extrait ou que je lise moi-même ? Qu'est-ce que je dois lire comme extrait ? Qui te semble significatif, comme tu veux. Oui, alors je vais lire un débat avec les enfants. Très bien. Donc c'est dans le début, ça s'appelle un moustique ou un animal plus petit. C'est dans le début du livre. Avec les enfants, j'invoque le nom d'Allah. Leur cite les passages drôles de la sourate de la vache et les faits psalmodiés. Dieu n'éprouve aucune gêne à citer en exemple un moustique ou un animal plus petit que cela. Ils sont ravis. Il y a de l'admiration dans leur regard. S'ouvre alors la première discussion. Quel animal est plus petit que le moustique, dis-je. Allez, dites-moi, quelqu'un a-t-il une idée ? Un enfant lève le doigt. Une abeille. Non. Une abeille, c'est plus gros qu'un moustique, ça va pas. Un autre enfant, un moucheron. Oui, très bien, un moucheron. Mais maître, il m'appelle tout de suite ainsi. Maître, comment prendre exemple sur un moucheron ? Il ne s'agit pas de prendre exemple, mais de citer en exemple. La sourate dit « Dieu n'éprouve aucune gêne à citer en exemple un moustique ». Ou un animal plus petit que cela. Dieu qui est très grand, très fort, très puissant, accepte sans honte de citer en exemple un animal infiniment petit. Un autre enfant lève la main. Ça peut aussi être un microbe ? Absolument, oui, un microbe, c'est une bonne suggestion. Dieu n'éprouve aucune gêne à dire « Regardez le moustique, il a l'air nocif, il pique, et sa piqûre propage des maladies terribles, comme la malaria. Eh bien, il n'est pas que cela. Il ensemence aussi les fleurs, il sert de nourriture aux lézards, aux oiseaux, aux grenouilles, aux tritons. Ces larves participent aussi à l'épuration des eaux marécageuses. Pourtant, maître, les moustiques provoquent la mort de beaucoup d'hommes. Tu as raison, mais Dieu nous montre que l'homme n'est pas tout seul dans la création et que même un insecte nocif est susceptible d'apporter des bienfaits. Les choses ne sont pas noires ou blanches. L'homme est un prédateur, il fait la guerre, tue, détruit, mais il a aussi des côtés positifs, la compassion, l'amour, l'intérêt pour l'autre, la recherche du beau, la curiosité. Maître, la curiosité, c'est un vilain défaut. Si l'homme n'était pas curieux, il ne sortirait pas de chez lui, il ne verrait pas les autres, ni le monde, il n'inventerait rien. Il y a de bonnes curiosités et des curiosités inutiles
ou même malsaine. En regardant les enfants quitter la salle de classe, je me dis que les moustiques sont franchement plus désagréables que les abeilles. Il m'apparaît alors qu'il faut de la patience et une certaine abnégation pour enseigner aux enfants les textes sacrés. Et moi, je ne me suis pas encore éteint dans l'envoyé d'Allah que je suis. Le rapt extatique ne s'est pas saisi de moi. Je me souviens justement de la phrase du Coran « Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu endurer avec patience. » Merci beaucoup. Voilà. Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est Lire du dire avec Paul de Brancion et cette armée des frontières. Mais alors, de quelle frontière il s'agit là ? Là, il s'agit très clairement de en fait, à l'origine de l'origine, mon roman, je voulais l'appeler La possibilité d'une sieste. Rien à voir. Ah, du tout. Mais parce que mon héros est un être qui aime beaucoup se replier, faire la sieste, bouquiner, être tranquille, et qu'on lui foute la paix, même au feu de l'action. C'est-à-dire, il est capable, et on le voit dans le roman, tout à coup il s'abstrait, il sort du truc, il sort de choses épouvantables, où il a vu des trucs atroces, où il a participé à des choses très complexes, parce qu'il va au feu, il va dans la montagne, il est armé, il y a même des moments où ça tire dans tous les coins, et il se replie, il se met dans sa chambre, et puis il s'abstrait du monde. Mais bon, la possibilité d'une sieste, d'abord, ça avait un peu un écho sur des titres qu'on a déjà entendus. Et puis, ça ne plaisait pas à l'éditeur qui m'a dit non, je voudrais que ce qui a voulu quand même focaliser le roman sur l'Algérie. Et donc, l'armée des frontières, dans la réalité historique, c'est l'armée algérienne qui était dirigée par le colonel Boumedienne, entre autres, et qui se trouvait au Maroc, en réserve. Et l'armée des frontières faisait des incursions en Algérie, aidait l'ALN, qui était l'armée de libération nationale, et repartait en Algérie bien tranquillement, se reposer, fabriquer des armes. Et quand il y a eu la fin de la guerre, et que, il y a eu les accords d'Évian, etc., à ce moment-là, l'armée des frontières, qui était fraîche et qui était de plusieurs centaines de milliers de soldats, je ne sais pas exactement le nom, mais c'était une vraie armée, est rentrée en Algérie et a pris le pouvoir. C'est-à-dire que on a assisté en Algérie à un combat entre les instances démocratiques, entre guillemets, de l'époque, avec le FLN, etc., et une prise de pouvoir de l'armée, qui était d'une certaine façon justifiée au début, puisqu'il fallait bien prendre... Mais là, il y a eu un vrai combat qui n'est pas terminé, puisque aujourd'hui, l'Algérie, qui est un grand pays extraordinaire, est tout de même est encore dans une organisation politique qui est directement issue de cette armée des frontières, de l'incursion de l'armée des frontières. Alors, c'est des choses, justement, ça aussi, c'est un sujet brûlant à beaucoup d'égards. Voilà. D'où le nom de l'armée des frontières, mais aussi c'est un joli terme, une armée des frontières. On est vraiment au plus haut point dans cette problématique-là aujourd'hui. Les frontières sont remises en question, mais la frontière, en l'occurrence, c'était la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Voilà. Et c'est pas une frontière également intérieure, je veux dire, si, bien sûr. Humaine, c'est-à-dire de cet homme. Oui, tout à fait. Là, je suis parfaitement d'accord. D'un côté, il y a l'armée du réel et puis la frontière et puis l'armée intérieure, le remuement intérieur. Mais en fait, c'est vrai, c'est d'ailleurs presque un peu une porte ouverte. On est tous multiples par définition, mais on oublie souvent de le dire. On croit, dans notre époque de haute communication permanente, que les gens sont ce qu'ils sont. Non, ils ne sont pas que ce qu'ils sont. Ils sont beaucoup d'autres choses tout à la fois. Voilà, donc, bien sûr, le problème de la frontière entre l'intérieur, l'extérieur, le haut, le bas, le réel et le spirituel ou l'abstrait qui s'interpénètrent, c'est très, très important. C'est très, en tout cas, c'est ce que tu arrives à faire ressentir à la lecture de ce livre. C'est ma problématique, oui, c'est ça. Ouais. Ce personnage qui, évidemment, est
entre action et qui aussi trouve son épaisseur dans les paroles du Coran quand même. Oui, mais ça me fait plaisir que vous disiez ça, que tu dises ça, parce que ça a été justement tout le travail d'arriver à le sentir, lui, comme une personne vivante, agissante, à la fois réelle et à la fois sensible. Donc, et c'était l'enjeu du roman, de la forme du roman, bien sûr. Le roman lui-même, le sujet était bon, je veux dire, j'étais bien dedans, je m'étais bien amusé à lire tous ces textes que j'aurais pas lus autrement. Lire le Coran, j'avais jamais vraiment lu et ça m'a forcé à le faire, donc c'était intéressant, quoi. Aussi, j'ai parcouru des zones étranges. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé, on en parle dans le roman, sur les essais nucléaires français dans le désert de Reagan, sujet extrêmement controversé, extrêmement controversiel, et sujet qui m'intéresse, la problématique du nucléaire civil et militaire m'intéresse, et c'est ce que j'ai découvert en lisant beaucoup de textes là-dessus, c'est ahurissant, quoi. Qu'est-ce que tu as découvert ? Eh bien, à cette époque-là, on était extrêmement mal protégés. On faisait des essais nucléaires avec une protection ridicule, même si il y avait des grands savants tout à fait capables, les protections de rayonnement, les protections des populations, sujets qui sont très violents, très forts, mais qui n'ont pas été l'apanage des Français. Hein. Les Américains ont fait pareil, ne parlant pas des Russes qui ont fait encore plus pareil, et même les Israéliens qui ont fait quand même de grands essais nucléaires secrets. Tout ça est fait en dépit du bon sens et avec un grand mépris pour les hommes, le corps des hommes qui font ça et qui en ont beaucoup, ont eu des grosses difficultés, et des populations locales aussi. D'ailleurs, c'est toujours un sujet de contentieux entre la France et l'Algérie, l'endroit où on a fait les essais nucléaires. Absolument. Et donc j'en parle parce que mon héros fait, entre autres, un officier important qui s'occupe de ça, lui demande qui n'a plus confiance dans ses chefs, lui demande de faire évacuer un certain nombre de scientifiques, de les faire déserter en quelque sorte, mais déserter légalement, curieusement. Donc on arrive à utiliser une filière illégale pour faire déserter légalement des scientifiques français. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'était foutu, c'est-à-dire on allait arrêter les essais, la France allait se retirer, donc ils pouvaient tout aussi bien s'en aller. Voilà. Donc il y a évidemment dans ce roman des passages aussi qui montrent son engagement et toute sa prise sur ce qui façonne notre réalité. Tu vas nous lire un extrait. Je vais essayer de trouver un extrait, mais j'aurais bien aimé trouver un extrait concret, là, cette fois-ci. Pas du tout... tout est concret. Oui, tout est concret, mais comment dirais-je... J'ai compris. On psalmodie, certes, mais oui, parce qu'à un moment, il est en action. Je cherche, c'est pas facile de trouver. Oui, il y a des passages, effectivement, intenses aussi. Oui, en prenant connaissance de ces consignes lamentables, c'est sur le nucléaire justement, voilà. Je me suis mise à douter. Nulle part n'est évoqué le risque radiologique. Aucune protection spécifique contre les radiations n'est recommandée. Tourner le dos à l'explosion n'est pas une mesure sérieuse. Une note déclare même que le personnel doit à la fois avoir un bras replié sur les yeux pour se protéger de l'effet lumineux et les mains dans les poches. C'est de la pure connerie. J'ai assisté au tir avec des lunettes spéciales, je n'ai pas regardé, tout disparaît avec l'explosion. Tout de suite, j'ai été appelé dans le souterrain, j'ai couru très vite avec mon masque, cela m'a protégé des radiations, on m'a interdit de sortir, c'était dangereux, j'ai passé 3 jours confiné. Dans le tunnel, il faisait frais. Les types du laboratoire avaient pensé à filtrer l'air du dehors pour l'empêcher de pénétrer. Quelque temps après, il y a eu un autre tir moins puissant, Gerboise Blanche, coïncidant avec la visite de Nikita Khrouchtchev à Paris. On a installé des champs de mannequins tout autour de Hamoudia et décalé le pas de tir d'environ 15 km vers le sud. J'ai appris de la bouche d'un légionnaire que les autorités militaires avaient installé des prisonniers condamnés à mort tout autour du point zéro, 10 par 10, en cercle concentrique, commençant à 1 km de l'épicentre.
ligotés à des poteaux, ils ont été volatilisés pour les plus proches, brûlés par la déflagration et défigurés pour les plus éloignés. Le légionnaire m'a assuré qu'il restait quelques corps carbonisés qu'on a enterrés en toute hâte. J'ai posé de nombreuses questions à ce sujet. On m'a toujours répondu que c'était une vue de l'esprit. Aucune photo, aucun document. Je ne sais pas quoi penser. Alors là, c'est pas mon héros, c'est pas Issa Walter qui parle, c'est Sébastien Ténèbres, qui est un lieutenant en charge des essais nucléaires, de l'organisation des choses, et c'est cette espèce d'incurie qui l'a motivé à se tailler. Alors là, c'est justement encore une frontière entre la fiction et le reportage, documentaire, l'essai pleinement ancré dans le réel. Tout à fait. Comment tu as géré cette... Et à la fois, oui et non, parce que toute information est sujette à caution, c'est-à-dire ce que je raconte et que j'ai lu, qui m'a été rapporté dans un ouvrage que je peux citer, ça n'est pas prouvé. Donc c'est peut-être quelque chose qui est inventé, en tout cas c'est plausible d'une certaine façon, mais c'est épouvantable. Donc on ne sait pas. Mais donc on est aussi à la frontière entre ce que où tu dis très justement, la réalité et la fiction. Est-ce que c'est vrai? Mais en tout cas la problématique, elle est là. Ouais. Certainement dans ces termes-là. C'est-à-dire il y a dans le nucléaire en règle générale, dans les essais nucléaires, un saut dans le mépris ou l'indifférence à l'individu, à la sensibilité, au corps physique de l'individu, pour le bienfait d'une communauté, supposée d'une communauté, qui est la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, c'est fait pour nous protéger, en principe. Mais à quel prix? Voilà. Et est-ce acceptable? Je veux dire, il y a un saut... Il y a une frontière aussi, d'ailleurs, entre l'époque où il n'y a pas eu la bombe et l'époque où il y a eu la bombe. C'est un saut métaphysique, j'allais dire. C'est comme il y a un saut, ça n'a rien à voir dans la forme, mais ça a à voir dans le saut entre avant la Shoah, j'allais dire, et après. C'est plus pareil. Eh ben, avant, ça n'a rien à voir, encore une fois, je ne veux pas faire d'amalgame. Bien entendu. Mais avant la dissuasion nucléaire et après, c'est plus le même monde. On parle plus pareil, on parle plus du réel de la même façon. Et c'est ça c'est une frontière. C'est encore une frontière, voilà, oui. Frontière et cette posture... J'essaie de créer un lien parce que tout ça c'est pleinement militant, mais ta vie, ton engagement dans la littérature, il est pleinement militant. T'as organisé quand même à Sainte-Anne des rencontres là. Qu'est-ce que tu apportais qu'est-ce que tu apportes à Sainte-Anne? Qu'est-ce que ça fait la littérature finalement, déjà pour commencer, par ce lieu? Ouais. Alors ce que je fais à Sainte-Anne, c'est les rencontres poétiques de Sainte-Anne en milieu hospitalier de Sainte-Anne, qui est un hôpital psychiatrique, que j'organise avec des gens charmants, enfin des médecins et infirmiers qui sont des gens très investis dans leur métier, dans ce qu'ils font, dans le soin des gens qui souffrent mentalement, enfin qui ont des difficultés. Et pourquoi militant oui, militant si l'on veut, mais moi j'ai toujours trouvé, je ne suis pas le seul, quand on écrit, ou les artistes en règle générale, c'est presque une porte ouverte de le dire, sont toujours sollicités ou chahutés ou se pose la question de leur état mental. C'est-à-dire, par exemple, pour revenir, Balzac se pensait à la limite fou. Il avait très peur d'être fou. D'ailleurs, est-on fou comme un être au monde? Non, pas forcément, il y a des moments. Et donc, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressé. J'ai énormément été un grand lecteur d'Antonin Artaud quand j'étais très jeune même. Et donc, la folie. Et puis moi, j'ai eu moi-même une cousine que j'aimais beaucoup, qui était une grande pianiste, qui s'appelait Cécile, qui était
schizophrène, enfin, qui était vraiment complètement hors du monde, elle aussi, vous voyez, tu vois, elle était à la fois dans le monde hors du monde, et donc la problématique de la souffrance mentale, de la difficulté à être au monde, être dans le monde, donc la frontière du normal et du non normal, oui. me touche. Par exemple, je me souviens, ça n'a rien à voir, mais je me souviens que elle s'appelait Cécile. Moi, à l'époque, j'étais assez jeune, je devais avoir 13-14 ans, j'aimais bien le piano, donc je jouais du piano. Et elle était une très belle pianiste, elle jouait très bien. Et moi, à l'époque, je m'intéressais beaucoup aux musiques, enfin les musiques qui ne sont pas harmoniques, quoi. Et donc, elle m'admirait beaucoup. Moi, elle jouait magnifiquement. Et elle m'admirait beaucoup parce que j'étais capable, sur un piano, de faire des sons non harmonieux, des sons de jouer faux. Et elle pouvait pas jouer faux. Elle n'arrivait pas à jouer faux. Moi, j'étais très fort pour jouer faux. Et c'était incroyable. Je me souviens, elle m'admirait. Elle me dit, mais comment est-ce que tu fais? Moi, je peux pas. Voilà. Et parce que c'était très étrange, ça n'a rien à voir avec la folie en tant que telle, mais j'ai un grand... Donc c'est elle qui m'a, si je puis dire, sensibilisé à... Je trouvais que c'était une fille extraordinaire, mais elle était complètement à côté de la plaque. Hein. Elle était totalement... Elle a passé sa vie en asile psychiatrique, elle était à Bonneval, elle était à plein d'endroits où j'ai souvent été là, enfin quelquefois été la voir, et elle avait débranché, hein, complet. Mais voilà, donc, et alors moi j'essaye de lire de la poésie dans la bibliothèque de Sainte-Anne avec des patients et d'ailleurs des soignants aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a un lieu de rencontre? Parce que tu es aussi poète. Oui, mais dans la poésie, justement, un lieu où il n'y a plus justement cette frontière-là entre folie ou norme, entre guillemets, disparaît, et il y a quelque chose qui se connecte là. C'est-à-dire que je pense que pourquoi est-ce que lire de la poésie avec ou à des patients fonctionne à peu près, c'est que on sort de l'institution, c'est-à-dire on sort de l'institution et des normes, c'est très... Bon, l'institution psychiatrique par nécessité et en réalité c'est très rigoureux, c'est très hiérarchisé, c'est très organisé, il y a des portes partout, des machins partout. Et très en difficulté d'ailleurs, j'en profite pour le dire. Oui, tout à fait, ça, absolument. Très délaissé. Oui, c'est un très délaissé. On supprime des lits alors qu'il y aurait besoin de beaucoup plus de lits. On supprime des services entiers qui sont très utiles à l'équilibre de nos sociétés. En effet, ça c'est de la militance qu'il faudrait avoir à ce sujet-là. C'est tout à fait très choquant. Je vois des services de soins dans la vie, enfin un grand nombre de services qui existent pour aider les gens qu'on ramasse dans la rue et qui sont limités, réduits pour des raisons budgétaires. Ça va pas du tout. Non, et puis les soignants qui n'ont plus le temps d'être proches, oui, donc c'est les médicaments qui... Oui, c'est-à-dire qu'il y a par exemple à Sainte-Anne qui a été le berceau de l'introduction de la parole dans la cure, c'est-à-dire de parler de la psychanalyse entre autres, mais pas que. On subit actuellement un mouvement inverse, c'est-à-dire on pense que la médication, qui est parfois nécessaire, c'est pas du tout ça, doit prendre le pas sur le temps passé pour parler, parce que d'abord c'est moins cher, c'est plus efficace. C'est dans le mouvement un peu simpliste, de la pensée simpliste de notre époque, faire de l'ordre, soigner les fous en vitesse. Ou les mettre dans un coin où ils ne dérangent personne. Voilà, limiter les lits, dépenser moins d'argent pour ces gens inutiles, alors que c'est fondamental, c'est exactement comme la prison. Nos sociétés s'analysent en fonction de la façon dont on traite et les prisonniers, et les gens qui ont des difficultés mentales, et les pauvres, les petits, les sans grade. Et donc, voilà. Mais justement, pour revenir à la question, lire de la poésie dans ces lieux-là, l'écrivain de poésie, ou celui qui lit de la poésie, on est à égalité, on est comme eux, on est différemment fous. Je veux dire, différemment allumé, quoi, voilà.
Donc ça va, on se parle. Et par contre, par moments, il y a des moments difficiles, parce que quelquefois, il y a de l'agressivité, il y a quelquefois des questions particulièrement brûlantes qui se lèvent. Il y a, voilà, c'est pas spécifique à l'asile psychiatrique, mais quand même, dans les asiles psychiatriques, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes normes sociales que ou couramment, quoi, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Donc il faut gérer. Faut faire face à ça. Enfin, faut s'attendre à ça. Et ça peut être blessant. C'est-à-dire quand tu prends une question à pleine figure sur pourquoi t'écris, enfin à quoi ça sert, ce qui est légitime. Mais ça peut être blessant quelquefois. On se dit mais au fond pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça? C'est-à-dire si tu prends ton interlocuteur comme un quelqu'un d'équilibré, tu peux, toi, être déstabilisé par la question, alors qu'il faut penser, oui, c'est une question de répondre, il faut répondre à la question, mais sans se sentir agressé éventuellement par la pertinence, voire même assez violente de la question. C'est encore une frontière à franchir. Ouais, ou à accepter. C'est pas toujours facile, mais c'est intéressant. En tout cas, c'est intéressant d'avoir des gens qui vous parlent sans filtre. Ça fait du bien, peut-être. Même. Ça peut faire du bien. Ça peut faire du mal aussi. Oui, c'est vrai. Autre lieu de lecture et lieu de rencontre dont tu t'occupes, c'est l'Ours et la Vieille Grille. Alors, est-ce que tu veux nous parler de cette belle aventure et puis aussi dire peut-être à nos auditeurs où ça se trouve, qu'est-ce qu'ils peuvent y trouver l'Ours et la Vieille Grille, c'est pas très vieux. Non, c'est pas très vieux, bien que ce soit une très ancienne endroit. Oui, l'Ours et la Vieille Grille, c'est un café, librairie, lieu culturel qui existe et qui se trouve en face, enfin, derrière la mosquée de Paris. Donc, il y a la mosquée de Paris, il y a d'un côté le Jardin des Plantes et de l'autre côté une toute petite place qui s'appelle la place du Puy de l'Ermite, qui est de l'autre côté de la place. Il y a au coin d'une rue, au coin de la rue Larrey, de la rue du Puy de l'Ermite, un café-librairie avec des grilles, c'est pour ça que ça s'appelle aussi la Vieille Grille, qui autrefois a été un café-théâtre très connu, dans lequel s'est produit Jacques Higelin, qui a commencé là, Brigitte Fontaine, Romain Bouteille, enfin des tas de gens de cette époque-là, et qui a eu son heure de gloire, et même beaucoup de gens qui étaient là à l'époque, quand on leur parle de la Vieille Grille, ils ont une petite larme, tellement ils ont passé des beaux moments de musique ou de fraternité, je ne sais pas, enfin de moments d'émotion. Et donc on a repris ce café-librairie parce que moi j'avais envie d'asseoir ma pratique de la littérature, de la poésie particulièrement, mais pas que, sur un lieu. Je considère que on vit une époque où on est avec tous nos moyens de communication extrêmement rapides, extrêmement visuels, où finalement on est très seul, et que inventer un lieu où on peut, dans un cadre agréable, se rencontrer, aussi les écrivains, c'est-à-dire que écrire est une activité très solitaire, hein. Enfin, la création, mais pas que écrire, mais la création en général, mais la littérature particulièrement. Et donc, voilà, je me suis dit, j'ai envie de créer quelque chose, aussi avec une éditrice qui s'appelle Catherine Tourné, d'édition Lanskin. Et donc, moi, j'ai connu un type qui il m'a dit, mais je connais l'endroit que tu cherches. Enfin, bref, ça a été toute une histoire. Et on a trouvé la Vieille Grille, qui était un lieu complètement abandonné, tout était pété, il y avait rien dedans, c'était à blanc. Et puis c'était peu avant le Covid, ce mauvais moment d'ouvrir un café. Et puis on a quand même tenu bon, on a réussi à faire quelque chose avec beaucoup de soutien d'amis. J'ai un ami forgeron qui m'a fabriqué l'escalier, parce qu'il y a 2 étages. Bref, enfin, on a inventé quelque chose qui semble fonctionner, c'est-à-dire c'est un café, librairie surtout dédiée à la poésie et aux ouvrages de littérature contemporaine d'éditeurs indépendants, c'est-à-dire on cherche pas
à vendre essentiellement les dernières nouveautés dont tout le monde parle, même si on les vend aussi et on n'a rien contre, il y en a de très bonnes en plus. Et pour faire ça, on organise aussi tous les 3-4 fois par semaine des rencontres ou des lectures à la table de théâtre ou des petits concerts autour des livres qu'on aime bien ou qu'on nous propose ou en fonction et on fait un programme qui finit par être assez chargé. Voilà, et donc c'est un lieu où beaucoup de gens viennent aussi travailler l'après-midi au premier étage. Il y a plusieurs salles, hein, c'est ça. Il y a des salles voilà. Où on peut lire, il y a un piano. Il n'y a plus de piano, mais il va y avoir à nouveau un piano. Il est parti. C'est-à-dire, il est parti parce qu'on a dû rénover une salle qui était complètement cassée. Et un piano et les travaux, ça fait très mauvais ménage. Donc là, maintenant, on va remettre un piano. Il suffit de le transporter, c'est toujours la croix et la bannière. Pas très intéressant, mais réel. Et on a des problèmes très réels quand on organise un lieu comme ça. C'est les rideaux, pas les rideaux, comment faire pour faire occulter la lumière si on veut montrer des films, tous des trucs très basiques. Et donc oui, c'est une librairie, c'est un café-restaurant, on peut manger, boire... c'est rue d'Arrêt. Hein, voilà. Et on a aussi une petite salle de 60 personnes à peu près dans laquelle on organise nos rencontres, qui s'appelle La Petite Ours. Voilà. C'est un endroit bien sympathique. Enfin, moi, j'aime bien. J'ai de la peine à être calme là-bas parce que comme j'organise, je suis toujours en train de faire quelque chose. Mais j'aurais bien aimé trouver cet endroit moi-même, m'y installer et non pas ne rien faire, mais lire, bouquiner, être au calme. Quoi, voilà. Tu dis que ça correspond à ta pratique, ma pratique de la littérature, mais quelle est ta pratique de la littérature finalement ? Il faut que je réponde à cette question. Oui, voilà. Ma pratique de la littérature... Parce que tu as dit que c'est un lieu qui correspond à ta pratique. C'est-à-dire que j'aime bien les endroits où on peut être au calme et travailler. Au calme. Mais... Par exemple, les bibliothèques sont des endroits où on peut être au calme et travailler. Mais moi, dans les bibliothèques, j'aime bien, mais je me sens un peu écrasé par le savoir de tous les livres qui sont autour de moi. Donc, j'ai pas envie qu'il y en ait trop. Et puis, je suis aussi un peu écrasé par la présence de tous les gens autour de moi qui travaillent aussi. Donc, ça crée une onde positive d'une certaine façon, mais comme tout écrivain ou tout artiste, on est égocentré. Enfin, pas égocentré, mais on pense à sa problématique et à son truc à soi, quoi, même si il peut être généralisé. Et donc, moi, j'aime bien les petits endroits calmes, voilà. Est-ce que ce ne serait pas le partage aussi, ta pratique de la littérature ? C'est-à-dire la rencontre. Oui, mais c'est un autre moment que la création. Vrai, complètement. Le partage, c'est après. Quoi. Oui, moi j'aime énormément lire en public, j'aime énormément lire des textes, même pas forcément de moi, j'adore lire. Pour partager, oui, bien sûr, et parler avec l'autre, si possible... qu'il y a un échange positif, c'est-à-dire si vous parlez avec quelqu'un de ce que vous faites et qu'il ne l'aime pas, c'est pas toujours très agréable, mais s'il l'aime bien ou que vous sentez que quelque chose se passe, c'est sympa, quoi. Je veux dire, oui, j'aime beaucoup ça. Oui, j'aime beaucoup ça, parce que c'est un paradoxe, c'est le paradoxe d'ailleurs de la poésie, où quand on écrit de la poésie ou de la littérature en général, on est très seul, on est dans son truc, on fait, peut-être en direction de l'autre, puisque la publication, c'est quand même aller vers l'autre, mais on est quand même seul. Et puis après, une fois que le livre existe, s'il existe, il y a un moment où il faut justement aller vers l'autre, c'est-à-dire partager, organiser des lectures, lire en public, transmettre à l'autre par la voix. En poésie, c'est nécessaire, puisque la poésie, c'est à la fois, ça se lit seul à la maison, mais ça se profère aussi, ça se dit. Et donc, c'est un deuxième art, quoi. Et cet art-là, moi, je l'aime bien. Vrai. Un art presque un peu théâtral, quoi, que j'aime bien, moi. Un roman, c'est plus compliqué. C'est possible aussi, mais c'est plus compliqué. Voilà. Mais vraiment, une question effroyable que je vais te poser. Avec ce qu'on a vu, de ce qui s'est passé en Palestine, ce qui s'est passé, ce qui se passe partout. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que lire, on peut encore, quoi ? Que peut la poésie ou la littérature ? C'est la question.
On peut en tout cas on peut en tout cas tenter de réfléchir à ce qui fait que, en l'occurrence en Palestine, un peuple extraordinaire qui a vécu l'extermination épouvantable, c'est même un mot qui n'a rien de valable, peut arriver dans une de ces expressions politiques qui est le gouvernement actuel d'Israël, de pratiquer sur un peuple colonisé et faible des horreurs dignes d'un génocide. On peut s'interroger comment est-ce même pensable, possible. C'est incommensurable, ce qui en rien n'excuse l'agression qu'Israël a subie de Hamas. Mais c'est deux choses horribles, mais là que le peuple d'Israël, que le gouvernement d'Israël, c'est pas le peuple qui fait ça forcément. Le peuple manifeste majoritairement. Fait ça aux Palestiniens, c'est incompréhensible et pourtant ça mérite réflexion. Moi, je sais que je travaille actuellement, alors avec une amie à moi qui est peintre, plasticienne, que j'ai rencontrée un peu par hasard d'ailleurs, qui très au fait de la Palestine, qui a des liens avec la Palestine très forts, sur les enfants. On essaye de faire quelque chose ensemble, je ne sais pas si on va y arriver, sur beaucoup d'enfants palestiniens, de jeunes palestiniens ont fait des parcours dans les ruines et ont tout un rapport physique et on essaye de faire quelque chose là-dessus, sur le rapport au corps dans les ruines, etc. Mais c'est bien peu de choses, évidemment. Mais je pense que ça mériterait, ce qui se passe là, qui est un grand mouvement, comment dire, les vieilles valeurs issues de et réactions politiques issues de la Deuxième Guerre mondiale, tout ce monde politique, il est complètement sens dessus dessous. Complètement. Et ce qui se passe en Palestine en fait partie. Absolument. Cela dit, le colonialisme de certains sur le peuple palestinien, c'est pas nouveau. Hein, c'est pas. Mais à ce point-là de violence et d'éradication, c'est du jamais vu. Hein. Et la littérature, elle n'est pas un peu... peut-être la poésie, je ne sais pas. Est-ce qu'elle n'est pas hors de conscience ou est-ce qu'elle n'est pas un peu défaillante? Qu'est-ce qu'on peut... voilà. Est-ce que tu penses que ça peut suffire ou c'est juste une modalité, une manière de s'opposer autre à tout ça? Ça suffit. C'est j'allais dire, on combat pas sur le même ring, voilà. Mais je pense que ces problématiques-là, elles concernent tous les citoyens, enfin tous les êtres humains, plutôt plus généralement. Et on fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire, un danseur va danser, tu peux pas lui demander de prendre une Kalachnikov forcément et d'aller défendre tel ou tel. Un écrivain, il écrit, un homme politique, il fait de la politique, mais tout le monde fait de la politique au reste. Et je pense que si, par exemple, il y a des exemples récents de situations dans le livre d'une librairie qui a été, c'est Violette & Co, je crois, qui a été, il y a un débarquement de flics parce qu'ils avaient un bouquin justement soi-disant qui s'appelait De la terre, de la rivière à la mer, qui était un livre de coloriage pour enfants supposé dépendre de la Palestine. En fait, il y a eu une descente de flics qui devait soi-disant ramasser ce bouquin qui aurait peut-être posé des problèmes, je ne sais pas lesquels d'ailleurs, mais qui n'était pas interdit. Finalement, ils sont repartis sans rien. Il ne s'est rien passé, me semble-t-il. Je ne connais pas bien l'histoire dans le détail, mais qu'on soit à une époque où des flics descendent dans une librairie pour essayer de saisir un livre, qu'on en parle comme si le livre était mauvais, alors que le livre n'a pas été saisi, et qu'après il soit convoqué je ne sais où à la police pour je ne sais quoi, et qu'il y avait un procureur de la République qui se déplace, ça rappelle les plus sinistres moments d'avant le nazisme. Je veux dire, franchement, c'est... et ça, alors il faut être vigilant.
Oui. Là, je suis d'accord. Là, mais tous en tant que tels, c'est pas bien du tout. Voilà. Il faut pas avoir peur, et ce qui est difficile, mais il faut pas avoir peur d'exprimer quand on veut pas quelque chose, il faut le dire. Et puis, pour citer ton émission sur Aligre, Chute Livre, ben oui. Alors là, tu évoques aussi la littérature. Ah oui, ça fait, effectivement. Non, moi, je fais une émission de radio qui s'appelle Chute Libre sur Aligre FM, qui est 93.1, je crois, oui, c'est ça. Intérêt à t'en souvenir. Hein, parce que... Intérêt à m'en souvenir. Moi, je sais, on est sur FPP 106.3. Et donc, c'est tous les vendredis, à 18h, je reçois un écrivain de poésie en général, mais pas toujours, sur... le but, c'est de parler du livre, de lire des extraits, parce que j'aime beaucoup qu'on lise, et d'avoir un peu de temps pour échanger, et de pratiquer aussi le silence, c'est-à-dire un léger silence. Voilà, d'avoir le temps d'un petit peu de silence ou de l'hésitation. Mais sur des livres que je trouve intéressants, avec des gens qui ont souvent quelque chose à dire. Voilà, j'ai fait entre autres une émission avec Tariq Hamdan, puisqu'on parlait de Palestine, qui est un poète palestinien remarquable, que j'aime beaucoup, qui est charmant, et qui a écrit un très beau texte, plusieurs beaux textes d'ailleurs, c'est une poésie engagée, mais pas du tout... je sais pas comment dire, il dit des trucs, il dit son ressenti, mais c'est pas caricatural, tu vois, c'est pas le énième bouquin qui dit les horribles machins, bien les sûr, gentils, mais ça c'est pas ça la littérature. Voilà, exactement. Donc ça c'est agréable, voilà, c'est ni tomber dans le pathos, quoi, voilà. Oui, par exemple, je vais faire plusieurs choses, je fais toutes les semaines, donc je vois pas mal de gens et c'est très intéressant, c'est un peu prenant parce qu'il faut lire les livres bien sûr, mais ça permet de rencontrer des gens et en leur donnant quelque chose. Parce que le problème des mondes de la culture, entre autres, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, beaucoup de gens qui sont intéressants, et il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Voilà. Et en plus, les élus ne sont pas souvent les meilleurs. Pas forcément les meilleurs. Ça peut arriver, mais c'est pas forcément. Et donc, je me suis rendu compte que c'est plus agréable d'échanger avec des collègues, des camarades écrivains, en leur donnant quelque chose qu'en leur demandant quelque chose. Voilà. Et donc c'est agréable, quoi, voilà. Tu invites quelqu'un à une émission de radio, d'ailleurs, comme tu le fais avec moi, c'est très gentil. On peut parler, parce qu'on est des grands bavards souvent. Et surtout, on partage... il y a des auditeurs, donc... On est heureux de leur proposer, de leur faire connaître, par exemple, L'Armée des frontières, qui est un roman quand même, franchement extraordinaire. Et Dieu sait que j'aime pas tellement lire des romans contemporains, mais pour y revenir, très franchement, les frontières, ce sont de très nombreuses frontières qui, en soi, tu rends sensible ces frontières entre nos actes et puis un lieu en nous qui demande qu'à être ailleurs. Oui, je te remercie. Si les gens ont envie de le lire, c'est bien. Enfin, c'est mieux. Tu nous trouverais pas un dernier passage. Un dernier passage. C'est un truc un peu plus... Ah, mais il faut que je meuble le temps pendant ce temps-là. Parce que tu connais, donc il faut meubler le temps. Pendant que tu cherches le passage, bien entendu. Nous partons à la chasse à l'homme au milieu de la nuit. Branle-bas de combat. Prendre tout le barda, le PM, les munitions. Je décolle avec une section de l'ALN que je rejoins à quelques kilomètres de Béchar. 3 jeeps et un half-track. Au total, une quinzaine de types, 4 par jeep et 7 dans le half-track. On s'installe à l'arrière d'une des 2 jeeps. L'opération Al-Zahir a recommencé. À l'avant du véhicule, le chauffeur et le sergent Belkacem, derrière le chef de section Abdal Wahab. On est armés jusqu'aux dents. 2 fédayines du FLN ont déserté cette nuit. Roulons vers le désert, nous arrêtons à une oasis, continuons à pied dans l'erg El Fateg avec un pactage allégé. Un vent chaud souffle depuis plusieurs jours. On a du sable partout, vêtements, bouche, yeux, nez, oreilles. La piste se perd. Ils sont peut-être partis dans le désert, mais il est probable qu'ils aient tenté de se cacher dans les grottes.
il y en a dans cette zone. Pas impossible. Je vais me renseigner. À 3h, la relève vient. On se recouche, on écoute les bruits, on guette, tout est calme. Assez tôt, nous entendons les voix. Abd Wahab s'entretient avec un civil arabe. Il vient vers nous. Debout, départ dans 10 minutes. Belkacem et moi, nous sommes prêts, mais notre équipe n'est pas sollicitée. On a logé les 2 fugitifs. Ils n'ont pas rejoint les Français. Après avoir dormi, Abdel reprend le commandement. Il faut rester vigilant. Les Français sont proches. On va mettre la mitrailleuse en batterie. Ça peut être un guet-apens, un piège organisé. Dans cette région, explique Abdel, l'armée de l'air a effectué des essais de missiles balistiques et aussi d'armes chimiques. Le coin est calme, mais plus trop désormais, à cause de la frontière. Bon, c'est très peu de choses, parce que là, après, il se passe beaucoup de choses mais voilà, il est donc souvent dans la montagne, il est avec ses compères. Là, en l'occurrence, il doit organiser une recherche auquel on le force de participer et d'ailleurs ça se terminera assez mal, il y aura un mort, enfin, etc. Voilà, et où il se rend compte que ses petits camarades torturent eux aussi, et donc ça lui plaît pas. L'armée des frontières chez Maurice Nadeau. T'as des lectures prévues pour ce roman ou bien des signatures quelque part? Oui, j'en ai prévu. Alors, ce soir, j'ai une lecture, mais c'est pas autour de ce roman. Oui, j'ai une lecture bientôt à Pau, dans une librairie à Pau. Voilà, oui, il y a plusieurs choses. Qui ne seraient pas interdites, obligées d'être annulées à cause de menaces? Non, je pense pas. Là ils sont très bien... Ouais. Ils ont bien intégré la chose et je crois pas qu'ils ont eu de menace non plus. Il faut se mettre aussi à la place des libraires quand ils sont tagués et qu'on essaye de péter des choses chez eux. C'est un peu inquiétant aussi. Enfin, très inquiétant, oui. Donc on peut très bien comprendre. Après, il faut aussi résister si possible. Oui, résister, voilà. C'est ce qu'on fait. Mais écoute, Paul, merci infiniment d'être venu. Merci Carole. Sur Fréquence Paris Pluriel. Et puis, je te souhaite beaucoup de passages de frontières. Voilà. Merci en tout cas à Fréquence Paris Pluriel et à toi, Carole, de m'avoir reçu sur 106.3 FM. Bravo, merci. Merci.